C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur les métiers de l'industrie. Donc aujourd'hui pour parler donc des métiers de l'industrie, Madame Florence André donc de l'UMM est présente avec nous. Bonjour. Et puis également Monsieur Boisbras de l'ORCI. Bonjour. Donc Observatoire régional sur les compétences industrielles. Donc ça va être un webinaire à deux voix aujourd'hui. Effectivement, dans le cadre de l'offre de pro du Carrefour F, vous avez été nombreux à souhaiter qu'on puisse parler du secteur de l'industrie, qui est un secteur dynamique en Pays de la Loire. Donc je vais laisser Monsieur Boisbras commencer sur un petit peu le panorama donc, des métiers de l'industrie en Pays de la Loire. On précise juste que vos questions sont les bienvenues et qu'on essaiera d'y répondre tout au long de la présentation. Oui, tout à fait. Donc peut-être effectivement dans un premier temps une slide sur quand on parle d'industrie, de quoi on parle. Tout à fait. Donc l'objet de mon intervention, c'est de repositionner un petit peu les choses à l'échelle de notre région des Pays de la Loire et des différents secteurs d'activité de l'industrie. On va même parler d'inter-industrie, c'est un terme qu'on va voir de plus en plus être utilisé dans notre écosystème, emploi, formation, politique, du fait de la mise en place de l'opérateur de compétences 2i, OPCO 2i. Et donc l'image, l'infographie que vous avez sous les yeux est une synthèse du périmètre de l'OPCO 2i interindustriel dans les Pays de la Loire, avec des données actualisées au 31 décembre 2018. Donc les quelques chiffres clés que je vous propose de retenir, c'est d'une part le fait que ce périmètre concerne 5200, intègre 5200 établissements implantés dans les Pays de la Loire, d'une part, et ces établissements emploient de l'ordre de 175 000 salariés, salariés de ces entreprises-là. Donc ça ne comptabilise pas notamment les intérimaires en poste dans ces entreprises, qui, selon la conjoncture économique, représentent de l'ordre de 10, 15, voire parfois même 20% des effectifs salariés, ça dépend des secteurs. Mais là, on est plutôt autour de 14% d'effectifs à ajouter pour avoir l'ensemble des personnes qui travaillent dans les entreprises. D'accord. Faut pas oublier également, et c'est pas intégré dans cette diapositive, l'ensemble des services à l'industrie, qui sont parfois des activités tertiaires, des activités de transport qui peuvent découler de cette activité industrielle. Ouais. Là, on est sur le champ de l'activité industrielle de production de produits. Et donc dans les Pays de la Loire, c'est 175 000 salariés. Ils se répartissent dans différents grands champs de l'industrie qui sont synthétisés par ces différentes bulles. La principale, c'est le champ de la branche de la métallurgie, qui en Pays de la Loire, avec le recyclage, pèse de l'ordre de 106 000 salariés, qui regroupe différentes activités, différents produits qui sont fabriqués par ces entreprises. La métallurgie et les produits métalliques, de la sous-traitance en fabrication mécanique de pièces, en fabrication laminage de métal, la métallurgie au sens strict du terme, j'ai envie de dire, et également inclus dans ce champ celui des machines et équipements industriels, donc quelques fleurons notamment dans notre région, des entreprises comme Class Tractor en Sarthe, comme Manitou à Ancenis, pour parler de celles qui viennent le plus rapidement, spontanément en tête. Un champ de la métallurgie important également, c'est les équipements électriques et électroniques. On est une région phare sur ce domaine de production-là. On sait que le Maine-et-Loire est un département phare sur cette activité-là, mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres établissements étendards de cette activité dans les différents départements de la région. Et puis derrière, la fabrication de matériel de transport, l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, l'industrie navale sont également très présentes dans notre région, avec des typologies de localisation dans certains départements plus prégnantes que d'autres. Voilà, donc la métallurgie dans son ensemble et le recyclage, la plus grosse bulle. Derrière, il y a d'autres activités industrielles qui représentent le reste de l'activité industrielle et non des moindres. La plasturgie, le nautisme et les composites, par exemple. Beaucoup de sous-traitance en plasturgie dans notre région, localisée un petit peu partout dans le territoire. Et puis une industrie nautique également qui occupe beaucoup de place, notamment en Vendée, avec des établissements comme Beneteau, Jeannot, qui fabriquent des bateaux de plaisance. Mais la plasturgie, le nautisme, au-delà de ces grands établissements que je viens de citer, c'est aussi beaucoup de sous-traitance de pièces de fabrication pour également les filières de l'automobile, de l'aéronautique par exemple, et également la filière du bâtiment et des travaux publics. Quand on parle d'industrie dans les Pays de la Loire, c'est aussi le champ du textile, mode, cuir, luxe, donc beaucoup d'activités également de l'ordre de près de 400 établissements et 11 000 salariés dans ce champ.
des fabricants de marché du luxe, également du textile pour l'habillement professionnel, chaussures, et puis du textile technique aussi qui trouve ses débouchés dans les marchés que j'ai cités. Vous le voyez également, l'ameublement, le bois, où on retrouve l'activité de menuiserie industrielle qui est très très présente dans notre région, que ce soit des produits en bois, des produits en PVC, des produits en métal. Euh, c'est une grosse activité. Les produits pour les matériaux pour la construction et l'industrie, c'est également quelque chose de significatif. Quelques grands sites, Isover à Chemillé en Anjou, PBR en Vendée, qui fabriquent des produits qui sont destinés au marché du bâtiment et de la construction. L'énergie, les services énergétiques, je pense à un site comme la centrale de Cordemais, même si voilà, son avenir est suspendu à des décisions politiques, mais c'est de l'activité industrielle. Ouais. Même si on ne fabrique pas un produit en dur, j'ai envie de dire, on fabrique de l'énergie et c'est une activité industrielle. Ouais. Et puis tous les services derrière qui en découlent également en termes de transport de l'énergie, par exemple. L'industrie du papier carton. Alors on a une bulle qui sur cette infographie est surreprésentée par rapport à ce qu'elle est réellement, notamment avec malheureusement la fermeture des sites Arjowiggins qui se situe en Sarthe, qui se situe dans ce champ. L'industrie du caoutchouc également, l'industrie de la chimie, de la pharmacie et du pétrole, les trois plus petites bulles de ce schéma, avec une particularité, c'est que ces trois activités sont sous-représentées, en particulier la chimie et la pharmacie, dans les pays de la Loire, par rapport aux moyennes, aux chiffres qu'on a au niveau national. D'accord. Voilà, donc un panorama un petit peu à 360 degrés de ce qu'est le champ de l'interindustrie dans les pays de la Loire. Donc une première question, effectivement, ouais. Donc, par rapport aux autres domaines d'activité, quelle est la place de l'industrie dans les pays de la Loire? Alors il y a un combat un peu statistique, j'ai envie de dire, une lecture statistique qui peut différer. On entend souvent dire que l'agroalimentaire est la première industrie des pays de la Loire, donc ça peut être vrai sous un angle purement statistique. Quand on dit l'agroalimentaire, c'est aussi quelque chose d'assez hétérogène. On fabrique des produits laitiers ou on fabrique des produits de la viande, on peut fabriquer du poisson, de la boulangerie, c'est des choses assez hétérogènes, mais qui statistiquement sont rassemblées les unes à côté des autres et forment un tout qui statistiquement apparaît le plus gros. Derrière, donc on est de l'ordre de 50-55 000 salariés dans l'industrie agroalimentaire. Donc, au regard des 175 000 salariés de l'interindustrie, on est sur quelque chose d'inférieur, mais on a toutefois un poids qui est important. Au global, nous, le poids de l'industrie, si on prend l'interindustrie, ce périmètre, plus l'agroalimentaire, on a une surreprésentation effectivement par rapport au niveau national. On est une région industrielle forte, les Pays de la Loire. Par rapport à nos volumes de salariés, on était avant le découpage précédent en 22 régions, on était la 3e région de France, si je ne me trompe pas. Et puis le regroupement des régions fait qu'on est devenu la 6e aujourd'hui région de France en termes d'industrie. Parce qu'on n'a pas changé notre périmètre. Tout à fait, un périmètre géographique constant. Une région comme l'Occitanie est passée devant, mais en agrégeant Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Voilà. En termes de poids, on est à une place importante. Ok. Donc pour poursuivre effectivement cette slide avec un certain nombre d'entreprises assez importantes, assez structurantes sur le territoire. Tout à fait. Donc j'ai déjà cité un certain nombre de noms d'entreprises. Là sur cette cartographie, vous retrouvez, selon les mêmes codes couleurs que l'infographie précédente, les principaux grands établissements localisés par commune des différents champs. Donc vous retrouvez les couleurs en bas à droite, la métallurgie, la plasturgie, textile, ameublement, etc. Donc quelques grands établissements qui sont localisés, enfin qui sont souvent les plus connus, qui sont les porte-drapeaux, on va dire, de l'industrie dans les territoires, que vous pouvez voir. Donc si j'en cite quelques-uns, les plus gros, ce sont en Loire-Atlantique par exemple, Airbus, les chantiers de l'Atlantique. J'ai parlé de Manitou, alors Airbus avec 2 sites de production, à Bougnay et à Montoire de Bretagne, près de Saint-Nazaire. Voilà pour la Loire-Atlantique par exemple. Je note là un site de l'industrie chimique, Armor, qui est le plus grand site de l'industrie de la chimie. Je disais qu'on avait une sous-représentation dans les pays de la Loire de cette industrie. On a un site phare situé à la Chevrolière en Loire-Atlantique qui est Armor, toutefois. Quelques grands sites en Vendée aussi, je pense à Cugnot Construction par exemple. Des sites dans l'industrie du textile, les ateliers Louis Vuitton. Alors plusieurs ateliers dans la région, dans le territoire, mais un plus grand établissement aux Essarts en Bocage en Vendée. On retrouve les sites de menuiserie industrielle que j'évoquais tout à l'heure, la CAIB, Prima, donc, qui font partie notamment des groupes Liebo, Michelin. Voilà, vous lisez comme moi, j'imagine.
Au-delà de ces grands chiffres, ces grands sites, on a aussi en Sarthe des grands sites autour de l'automobile, Renault ACI, Class Tractor, les sous-traitants automobiles NTN Transmission, etc. Au-delà de ces chiffres, ces établissements qui regroupent au moins 500 salariés dans une commune, il y a aussi pléthore de petits établissements. Voilà. Il y a beaucoup d'établissements de petite taille et qui également, ça ne se visualise pas sur cette cartographie, mais sont répartis dans l'ensemble du territoire. Et c'est une vraie particularité de l'industrie qui est une des activités économiques qui continue à être dispersée dans l'ensemble du territoire. C'est vrai partout en France et c'est encore plus vrai en Pays de la Loire, du fait de notre histoire, de l'histoire des implantations industrielles, du lien avec la mécanisation de l'agriculture notamment, la localisation des carrières de matériaux autour de la Loire, par exemple. Voilà, il y a toute une histoire qui fait qu'on garde une dispersion très très importante des établissements industriels. Donc c'est à la fois une force pour offrir des emplois dans toutes les franges du territoire, continuer à vitaliser les territoires. Il y a aussi, si on regarde le verre à moitié vide, c'est aussi une contrainte par rapport aux difficultés de recrutement sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Ouais. C'est un phénomène qui vient exacerber les difficultés de recrutement puisque ça ajoute des problématiques territoriales de mobilité en plus des problématiques propres au secteur. Ouais. Ok. Donc, pour poursuivre sur donc, le panorama du secteur industriel. Donc, quelques grandes données clés sur les salariés qui exercent dans les entreprises. Donc, en termes de genre, de sexe, les salariés sont à 73% des hommes dans le périmètre de l'interindustrie et à 27% des femmes. On n'a pas représenté ici le détail par grands segments d'activité, mais il y a des différences fortes. Je pense au secteur du textile qui emploie principalement des femmes. Je pense au secteur de l'industrie des produits électroniques qui est un peu plus féminisé également. Et puis des secteurs un peu plus masculinisés, le secteur du pétrole, le secteur de la métallurgie, notamment de la production pure de produits métallurgiques très masculinisés. En termes de catégories socio-professionnelles, et c'est un point qui est important à avoir en tête, c'est le poids de ce qu'on appelle les opérateurs. Plus d'un salarié sur deux dans l'industrie est un opérateur. On a des techniciens et agents de maîtrise, c'est quelque chose de très important, on y reviendra aussi tout à l'heure, beaucoup de tensions sur cette strate de professionnels qui fait défaut ou tend parfois à faire défaut dans les entreprises, une tranche de salariés important. Des ingénieurs et cadres de l'ordre de 14%, et puis le reste qu'on met sous la bannière employé, des fonctions support administratives, des fonctions commerciales, par exemple de back-office, qu'on va retrouver là. Donc voilà pour le panorama global des salariés. Ok. Donc peut-être effectivement pour poursuivre, l'idée a été de travailler un petit peu sur les idées préconçues aussi, parce que le secteur industriel, comme d'autres secteurs d'activité, n'échappe pas à des représentations des uns et des autres. Donc l'idée a été de un peu pouvoir lever des représentations et de communiquer ça avec vous, les conseillers des différentes structures dans les territoires, pour pouvoir aussi changer votre regard et puis peut-être changer le regard aussi des publics que vous accompagnez sur le secteur industriel. Alors, une première idée préconçue, l'industrie, c'est Zola. C'est souvent ce qu'on me dit lorsque j'interroge les plus jeunes, mais aussi les plus âgés. On a encore bizarrement cette image de Calais, là, au début du siècle dernier, voire même encore un peu avant. Alors qu'aujourd'hui, si on avance encore un petit peu dans le portefeuille, mais je veux bien le faire, voilà, on est plus sur ces images-là au quotidien, c'est-à-dire que on est en perpétuelle recherche. La recherche et le développement dans l'industrie, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que là où aujourd'hui on parle de voitures encore diesel, et bien entendu on est en train de travailler sur les voitures électriques, sur les voitures autonomes. Les avions aujourd'hui n'ont plus strictement rien à voir avec ce qui existait hier. Nombre de réacteurs à baisser, la plupart des process sont différents avec énormément de composites. Quand on parle des paquebots, puisque c'est les dessins que j'ai mis, on est aujourd'hui en train d'essayer de trouver comment rendre autonomes ces paquebots et surtout propres, c'est-à-dire de manière à ce qu'ils s'alimentent eux-mêmes. Donc ça veut dire que non seulement c'est pas Zola, mais on est largement en avance. On parle aujourd'hui de transition numérique, on parle d'usine du futur, on parle du 4.0. Alors on y met un petit peu ce que l'on veut derrière tout ça. Mais l'idée, c'est de bien faire comprendre aujourd'hui à l'ensemble de ces publics que non seulement c'est plus Zola, mais on est plutôt avec 2 ou 3 longueurs d'avance par rapport à d'autres secteurs, puisque je vous dis, la voiture autonome, par exemple, pour nous, sur le
ligne si jamais il y a un problème. Donc on est vraiment plutôt en avance. Alors une autre idée reçue, effectivement, et Fabien en a parlé, c'est que ce sont des métiers plutôt masculins. Alors moi, je me place plutôt en tant que métallurgiste dans mon discours, plutôt pour les vieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'attire pas forcément de jeunes, et puis on n'a pas besoin de diplôme pour entrer dans la métallurgie, ce qui est effectivement à nouveau des idées reçues à casser. On a encore du travail à faire sur l'ouverture de nos métiers aux femmes, mais aujourd'hui, il faut savoir que globalement, la force, la musculation n'est vraiment plus un sujet par rapport à nos métiers. La plupart de nos métiers aujourd'hui sont automatisés, sont accompagnés. Ça veut dire que si vous n'avez plus rien à tourner avec un tournevis, tout est fait avec des choses automatiques. Ouais. Donc ça veut dire que ça permet quand même à un certain nombre de femmes de s'ouvrir à ces métiers-là. Après, je pense que c'est plus une question de représentation et de se dire bah oui, je vais pas pouvoir mettre des talons hauts, je vais pas pouvoir me maquiller, je vais pas pouvoir mettre de bijoux, voilà. Ce qui n'est pas forcément vrai non plus. Alors bon, les talons hauts, ce sera probablement à prescrire, mais pour le reste, oui, au-delà du fait que vous devrez porter des vêtements de travail et des EPI, ça c'est en production. Lorsque vous serez sur des métiers de technicien, rien ne vous empêche d'avoir tous ces attributs-là si vous le souhaitez ou pas. Donc la plupart des métiers aujourd'hui sont ouverts aux femmes. On n'a plus réellement aujourd'hui de problématiques de vestiaire dans les entreprises. C'est arrivé par le passé, on disait on a des vestiaires pour les hommes et pas pour les femmes. Et si ça arrive, aujourd'hui, on a quand même un gouvernement qui travaille beaucoup sur la mixité des publics et qui donne des aides pour l'accompagnement des entreprises qui pourraient être amenées à avoir des problématiques de vestiaire ou de sanitaire. Donc ça fonctionne bien. En ce qui concerne la partie vieux, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, et on en reparlera tout à l'heure, c'est que la plupart de ces métiers sont en tension et qu'aujourd'hui, ce sont de véritables opportunités de recrutement. Je préfère l'utiliser comme ça que de dire que ce sont des difficultés, qu'on a des difficultés à recruter. Et qu'on a un objectif à 3 ans qui est de passer notre objectif en alternance, de l'augmenter de plus de 50%. Donc ce sont de vraies opportunités pour les jeunes comme pour les moins jeunes, puisque l'alternance s'adresse à tous. Et aujourd'hui, on est vraiment sur ce focus-là, c'est-à-dire qu'une entreprise qui nous dit vouloir tel ou tel type de compétences, on sait que quelqu'un avec 15 ans d'expérience sur un certain nombre de métiers, ces gens-là ne sont pas disponibles, sont déjà en poste. Donc ça veut dire qu'on va les ouvrir forcément à des jeunes qui vont être en formation ou des plus anciens qui vont s'intéresser à se réorienter ou à se reconvertir. Je parle d'orientation, on va dire, tout au long de la vie, quasiment, pas que de formation, puisque finalement, on peut choisir un métier à 45 ans et se dire, finalement, j'ai fait mon métier pendant un certain nombre d'années et aujourd'hui, j'ai envie de mettre celui-là entre parenthèses et puis de repartir sur un autre métier. Et on verra un peu plus tard que les dispositifs aujourd'hui d'accès sont totalement ouverts à tous. Et puis, enfin, sur l'aspect non qualifié, ça renvoie aussi à la notion de travail à la chaîne dont je parlerai un petit peu plus tard. Aujourd'hui, il peut y avoir des certifications simples pour arriver dans l'industrie, de type CQPM, qui sont parfois accessibles avec des formations relativement courtes, dans un délai suffisamment contraint pour permettre d'y arriver. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de métiers qui vont demander une qualification, une certification. C'est un autre de nos objectifs, puisque en 2023, on a prévu de doubler ce nombre de certifications délivrées. Si je parle pour notre paroisse, et là je vais reprendre ma casquette de métallurgie et de Loire-Atlantique, nous on forme à peu près, on octroie, on délivre à peu près entre 700 et 900 CQPM, qui sont donc des certificats de qualification professionnelle de la métallurgie, par an. Donc ça veut dire que c'est des choses qui sont très usuelles aujourd'hui, très demandées par les entreprises, parce que c'est souvent la base. Voilà. Autre idée reçue. Autre idée reçue, ouais. Voilà, c'est l'idée que j'avais tout à l'heure, c'est effectivement, on fait toujours la même chose, on travaille à la chaîne. Ce sont souvent les jeunes qui m'opposent ça sur les jeunes que je rencontre. Pour autant, je connais quelques entreprises où on a plus de 300 adhérents à l'UIMM. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir du travail à la chaîne. Voilà. Et pourtant, je peux vous assurer que j'ai visité un certain nombre d'entreprises.
Nous sommes des assembleurs en fait, beaucoup sur le territoire. Si vous regardez un avion, on va en faire un petit bout, c'est un petit bout de Lego qu'à un moment donné on va donner au grand assembleur qui est Airbus. Idem sur un paquebot, les chantiers de l'Atlantique ne font pas la totalité du bateau, ils font la coque. Tout le reste, ça va être des entreprises différentes. Et pour ce faire, nous avons besoin de plus de 200 métiers différents. Donc ça veut dire que travailler à la chaîne ou faire tout le temps la même chose, c'est très très peu usuel chez nous. On a très très peu de grandes séries. Et la totalité de nos métiers, vous voyez, on a mis cette infographie aussi autour de nos métiers qui sont répartis dans 6 grandes familles. Alors c'est vrai que Fabien l'a dit, au niveau de l'opération de la production, c'est là qu'on va se représenter plus de 50% de nos effectifs, donc dans la partie production. Mais pour autant, vous allez retrouver aussi des gens qui vont préparer, qui vont organiser toute la production. Vous avez des gens qui, bien en amont, vont la concevoir. Donc là, c'est là qu'on va retrouver toutes nos têtes pensantes de conception et de recherche et développement. Vous allez, après, une fois cette production mise en route, vous allez l'installer, la maintenir. Excusez-moi, la maintenance chez nous est une problématique qui est vraiment très transverse à beaucoup d'industries, mais l'installation et la maintenance font bien partie de nos métiers. Et puis, il va y avoir ce que j'appelle moi plus les fonctions support qui vont être autour de l'achat, de la commercialisation. Si on ne commercialise rien, on ne vend rien, ça veut dire que nos entreprises ne sont pas rentables. Donc, ce sont des métiers qui sont prépondérants chez nous et qui sont importants. Et puis, vous avez toute la partie gestion, administration, ça c'est pareil. Si vous ne facturez pas, si vous n'avez pas la vision de vos compétences chez vous, donc là je fais appel à tout ce qui est notion de RH, etc., c'est vraiment très important. Donc, ce ne sont pas que des métiers à la chaîne. En aucun cas, on ne fait pas toujours la même chose. Ce sont vraiment des métiers très très diversifiés dans l'industrie. En rebond sur ce que vient de dire Florence André, voilà, on a vraiment dans l'industrie un panel de catégories socio-professionnelles représentées qui est extrêmement large, de personnes assez peu qualifiées pour partie, mais de moins en moins, comme Florence le disait, jusqu'à des fonctions de recherche, de développement, d'ingénierie de très haut calibre. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on a des trajectoires de carrière, mais peut-être que tu le cites à un moment donné, mais des trajectoires de carrière dans l'industrie, et on voit des évolutions de parcours de certains individus assez effectivement exceptionnels et que tous les secteurs n'offrent plus aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à réagir si vous aussi vous avez en tête des représentations qu'on vous oppose au niveau des personnes que vous accompagnez. N'hésitez pas, c'est l'occasion d'échanger avec Florence André, Fabien Boisbras sur ces représentations. Ouais. Bonjour, est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets d'évolution? Je peux vous en donner une parce que voilà. Ouais, j'en ai en tête aussi. J'ai quelqu'un en tête. J'ai une entreprise qui est une petite entreprise à l'échelle de ce que l'on peut connaître, puisque c'est une entreprise qui a 60 personnes à peu près, et qui recrute donc systématiquement par l'alternance, par la voie de l'alternance, et tente, parce que parfois elle n'y arrive pas, mais et tente de recruter ces personnes-là. Et elle me disait que la plupart des personnes aujourd'hui qui sont en poste et au niveau de son comité de direction, ce sont des personnes qui sont rentrées par la voie de l'alternance. En l'occurrence, dans cette entreprise, ce sont été des chaudronniers, des usineurs qui sont passés, donc, pour parler d'évolution, qui sont passés par chef d'équipe, donc là c'est un petit noyau d'un certain nombre d'entreprises, puis chef d'atelier, donc ça veut dire que là c'est un plus grand nombre de personnes, puis derrière directeur industriel ou directeur de production, et donc qui sont aujourd'hui dans l'encadrement de l'entreprise. Donc ce type d'évolution, si tu as d'autres idées, mais il y en a pléthore. Un exemple de la semaine dernière, j'étais dans une entreprise de production industrielle sur Saint-Nazaire. Je ne sais pas si je peux citer les entreprises. Donc ça s'appelle Simra Production, le directeur du site, qui emploie plusieurs centaines de personnes, était tourneur-fraiseur il y a 10 ou 15 ans. Donc il a commencé par un CAP de tourneur-fraiseur, et puis il est rentré dans le monde industriel par ce canal-là, et puis a évolué. L'entreprise ou les entreprises qu'il a parcourues l'ont fait évoluer aussi, ayant décelé du potentiel chez lui, et puis jusqu'à devenir directeur d'usine aujourd'hui. En partant, voilà, on peut trouver des profils de responsables industriels qui sortent d'une école d'ingénieur et qui ont toujours eu des métiers de cadre, mais on peut trouver aussi à côté des responsables industriels, et pas forcément en fin de carrière. On voit aussi des gens dans des âges professionnels intermédiaires, assez jeunes, qui sont responsabilisés parce qu'on leur a offert ce parcours au sein de promotion interne dans l'entreprise. Tout à fait. Et puis on a aussi nos propres écoles du management qui sont estampillées UMM pour un certain nombre de niveaux. Le premier niveau qui est vraiment ce niveau de chef d'équipe, un deuxième niveau plutôt agent de maîtrise, et on a même
probablement s'accompagner d'un passage cadre. Ce qui n'est pas forcément une fin en soi, mais ce qu'on ressent, c'est que ce que je viens de décrire, en fait, ça a existé dans la dernière partie du XXe siècle, ça existait dans tous les secteurs, hein, des promotions sociales extrêmement fortes. On sait qu'aujourd'hui, c'est plus contraint dans beaucoup de secteurs, notamment du fait de la massification scolaire. Il y a beaucoup plus de profils qualifiés sur le marché. Aujourd'hui, au regard de tout ça, l'industrie est un des secteurs qui continue à offrir des évolutions socio-professionnelles proches de ce qu'elles étaient en gros juste après les 30 Glorieuses. Voilà, on a continué à garder cette culture de la promotion et de l'évolution qui est peut-être plus aussi présente dans certains autres secteurs d'activité. On parle de savoir-être aujourd'hui, c'est très présent chez nous. Ok. Autre idée reçue, c'est très lié effectivement, ça nous colle encore un peu à la peau. Les conditions de travail sont difficiles et c'est mal payé. Alors sur les conditions de travail, si on peut regarder ce que j'ai indiqué, aujourd'hui dans l'industrie comme ailleurs, en fait, de nombreuses entreprises s'intéressent au sujet de la RSE, de la QVT, donc qualité de vie au travail et puis responsabilité sociétale de l'entreprise et de marque employeur. La difficulté de recrutement aujourd'hui, ou l'opportunité de recrutement, comme je préfère en parler aujourd'hui, fait que on est arrivé à un autre équilibre, c'est-à-dire que c'est plus l'entreprise qui va choisir son salarié, c'est vraiment le salarié qui va avoir un certain nombre d'offres à sa disposition, et que si aujourd'hui nos conditions de travail ne sont pas au top, sont difficiles et ne correspondent pas aux attentes, notamment des publics plus jeunes, on sait très bien que ça va poursuivre. Donc il y a encore des efforts à faire, il y a encore beaucoup de sujets à traiter dans ce domaine-là, mais pour autant on voit vraiment quelque chose de différent. Quand on parle de conditions de travail difficiles, je vous ai mis cet exemple de personnes qui travaillent avec un exosquelette. Donc l'idée c'est de faire en sorte que on abîme moins les gens. On parle de pénibilité, c'est vrai que dans l'industrie on a eu cette partie-là. On sait que certains métiers sont difficiles. Le travail de nuit peut nuire à la santé. Donc ce sont des choses sur lesquelles on est en train de travailler, qu'on ne résoudra probablement pas en totalité, mais il y a d'autres mesures qui pourront permettre peut-être de les compenser. Mais sachez que ça encore, ça fait partie des priorités de nos entreprises de manière à y remédier. En ce qui concerne les salaires, je voulais juste faire un petit point rapide sur ça, parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression que ce sont des niveaux relativement bas. La convention collective de la métallurgie, et là encore, je reprends ma casquette de métallurgiste, contrairement à Fabien, est une convention collective couvrante, relativement intéressante pour les salariés, et nous avons, au niveau d'un salaire moyen, on est sur le 3e niveau de salaire après la banque, les assurances et la chimie. Donc ça veut dire que on est plutôt sur des bons niveaux de salaire. Ouais. Je dirais même de revenus au sens large, dans le sens où il y a les salaires d'un côté qui sont gérés par la convention collective, et ensuite il y a les activités industrielles qui peuvent générer des revenus supplémentaires. Et c'est ce qui tire aussi vers le haut l'industrie. Beaucoup de salariés sont salariés dans des entreprises dont les résultats sont derrière rétribués d'un point de vue financier au niveau des salariés. On a quelques grands groupes en tête que je ne citerai pas, mais voilà. Et voilà, donc c'est des intéressements. Voilà. Mais pas uniquement, on a aussi beaucoup de primes de nuit, de primes de quart, de primes de plein de choses qui font que ça. Le brut peut paraître relativement classique, mais qui viennent gonfler. C'est pour ça que je parlais de conventions collectives relativement couvrantes. Ouais, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a de l'emploi dans l'industrie? Autre idée reçue? Enfin non, on est plus sur les idées reçues, c'est vraiment effectivement plus actualité. Voilà, aujourd'hui, qu'en est-il de l'emploi en Pays de Loire? Donc l'emploi, il est lié, ou la demande d'emploi, le besoin en recrutement, je vais le formuler comme ça, est lié principalement à deux facteurs. L'activité économique des entreprises, d'une part, est-ce qu'elles ont besoin de main-d'œuvre supplémentaire par rapport à des marchés qui se présentent à elles. Et puis il y a un deuxième facteur qui est un facteur d'un point de vue démographique. Parce que potentiellement à activité constante, on peut malgré tout avoir besoin de recruter si les personnels en poste partent en retraite par exemple. Voilà, parce qu'il y a un taux notamment de fidélité, c'est important, l'opacité qui est assez important. Quand on regarde le turnover des salariés, il est plus faible dans l'industrie que dans d'autres secteurs d'activité, notamment tertiaires. Voilà, donc le principal facteur de sortie, il est principalement lié aux fins de carrière. Et donc là, il s'avère qu'en ce moment, peut-être pas au moment où on parle, mais je vais faire abstraction de l'actualité des derniers jours, mais sur les années, à travers les statistiques que je vous montre, 2018-2019 et dès 2017,
on a eu un essor des besoins en recrutement lié à ces deux facteurs, d'un marché, d'une économie plus intéressante pour les débouchés industriels et d'un vieillissement de la population des salariés, de sortie pour fin de carrière de salariés qui génèrent des besoins en recrutement pour faire face et pallier ces départs. Donc le graphique que je vous présente pour illustrer mon propos, ce sont des données issues des enquêtes sur les besoins en main-d'œuvre de Pôle emploi, qui interrogent chaque année les entreprises de toute l'économie pour leur demander leurs besoins en recrutement et les quantifier à quelques mois. Donc l'idée n'est pas ici de retenir l'ordre de grandeur stricto sensu des besoins en recrutement, mais plutôt la dynamique. Et on voit clairement sur une période de 10 ans l'essor très très important des besoins en recrutement dans le périmètre interindustriel dans les Pays de la Loire, qui était crescendo en 2017, puis fortement aussi en 2018 et jusqu'en 2019 également. Donc on est sur une tendance de besoin en recrutement liée aux deux facteurs exposés qui est extrêmement importante. Et qui est probablement un peu atypique par rapport à l'ensemble de la France, par exemple. Au niveau de l'industrie, effectivement, on a une dynamique Pays de la Loire qui est relativement marquée. Elle est un petit peu plus marquée seulement dans une seule région, qui est la région Occitanie, tirée par les activités industrielles de l'aéronautique notamment. Derrière l'Occitanie, Pays de la Loire est la région à la plus forte dynamique au cours des dernières années. Et donc c'est lié effectivement à notre tissu d'entreprise, aux activités que ces entreprises adressent. Donc c'est effectivement notable par rapport à d'autres territoires en France où l'activité, on sait qu'au niveau moyen, on entend parler de ces chiffres dans les médias. On a une activité industrielle qui au global a créé de l'emploi en 2017 et en 2018 et en 2019 pour la première fois depuis des années, mais on est un petit peu à l'étal. Donc nous en Pays de la Loire, on est au-dessus de cette moyenne et il y a malheureusement arithmétiquement des régions qui, elles, ont continué à voir décroître leurs effectifs industriels. D'accord. Donc au niveau des difficultés de recrutement, l'objet de ce graphique que je vais vous aider à décrypter est d'identifier les métiers les plus en tension, ceux sur lesquels les difficultés de recrutement se concentrent. Donc par rapport aux chiffres présentés sur la diapositive précédente, on a réparti l'ensemble des projets de recrutement, métier par métier, à travers donc, les statistiques de Pôle emploi toujours. Donc ce graphique illustre deux dimensions. Un axe en abscisse sur lequel on projette le nombre de recrutements et un axe en ordonnée sur lequel on projette la part des projets qui sont jugés difficiles à pourvoir par les entreprises. Donc on se retrouve avec une projection de différents métiers, des métiers qui vont être tout en haut à gauche. Je vois par exemple le métier de tuyauteur tout en haut à gauche. Donc il y a très peu de projets de recrutement en termes de volume, déclarés en tout cas pour l'enquête 2019, mais un niveau de tension, comme pour les régleurs, de l'ordre de 100%. Tous les projets déclarés par les entreprises ou recensés par Pôle emploi auprès des entreprises sont des projets dits tendus. A l'inverse, si je vais plutôt en bas à droite du graphique, on a deux grandes familles de métiers dits ouvriers non qualifiés. Alors moi, j'apprécie pas du tout ce terme, c'est un terme statistique. Ouvriers non qualifiés pour l'INSEE voulant dire des personnes qui n'ont pas de formation initiale minimale voilà, d'un CAP, d'un bac pro. Mais pour autant, ces personnes-là ont pu, au cours de leur parcours, d'une part être compétents et puis avoir des certifications professionnelles qui sont malheureusement statistiquement pas comptabilisées. Donc je laisse ce terme d'ouvrier non qualifié qui est propre à la statistique publique, mais concrètement qui ne veut rien dire aujourd'hui. On ne saurait pas, vous comme vous derrière l'écran, spontanément occuper les postes que ces personnes occupent. Utiliser les machines et les exactement, connaître les process. Voilà. Mais toujours est-il qu'on a ces deux familles donc d'ouvriers dits non qualifiés du textile et du cuir et les ouvriers dits non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal qui sont, eux, en bas à droite, beaucoup de projets de recrutement, mais des niveaux de tension inférieurs à la moyenne en tout cas, moins de 50%. Et donc l'objet de cette diapositive, c'est de mettre la focale sur les métiers en haut à droite, donc beaucoup de projets de recrutement et des projets de recrutement jugés difficiles à pourvoir, tendus par les entreprises elles-mêmes. Et donc on retrouve dans ce cercle les métiers de chaudronnier, de soudeur, d'usineur, beaucoup de métiers propres à l'industrie de la métallurgie. Je laisserai Florence-André en dire un mot du coup. Il y a aussi des métiers dits toujours non qualifiés, mais des industries de la chimie et du plastique, avec des pilotes de machines, des pilotes de ligne, donc qui sont loin d'être non qualifiés, croyez-moi, d'autant plus avec la numérisation des outils de production croissante dans ces secteurs. On retrouve des métiers un peu traditionnels également de monteurs-ajusteurs, et puis vraiment le plus à droite du graphique, les métiers de la maintenance. Donc c'est un gros sujet, les opérateurs de maintenance, les techniciens agents de maîtrise de la maintenance des systèmes de production qui font défaut dans notre région
Et ça, c'est exacerbé par les besoins également dans l'industrie agroalimentaire, au-delà du périmètre interindustriel. On a également des besoins forts de la maintenance des systèmes de production agroalimentaire, donc ça vient s'ajouter encore aux chiffres qu'on a sous les yeux. Et en bordure de ligne, on s'aperçoit qu'on a bien des ingénieurs aussi. Donc c'est vraiment tous les métiers et tous les niveaux qui sont concernés par ça. Effectivement, un mot sur les ingénieurs, on a une difficulté en Pays de la Loire qui est le corollaire de ce que je disais tout à l'heure sur la dispersion des établissements industriels. On a une mobilité des salariés qui peut être compliquée sur les profils d'opérateurs, mais également sur les profils d'ingénieurs, puisque très souvent, quand il faut attirer un cadre ou un ingénieur dans son site de production en site plus reculé, on va dire, en milieu rural, souvent il y a la problématique de l'emploi du conjoint également, qui est assez souvent également quelqu'un qui a un statut cadre ou qui cherche un métier d'un niveau socio-professionnel assez proche, et c'est la difficulté des bassins d'emploi les plus reculés. Ce qu'on ne retrouve pas dans des sites comme Cholet, comme La Roche-sur-Yon, où on a un halo un petit peu de personnes qui vont habiter et faire la navette entre Nantes par exemple et ces territoires-là. Donc c'est un petit peu minimisé, mais si on va à Goron dans le nord-ouest de la Mayenne, là ça va être plus compliqué d'avoir cette proximité territoriale à une métropole ou à une préfecture. Ok. Alors, on poursuit effectivement avec un zoom sur un certain nombre de métiers. Donc, on a vu effectivement qui sont à la fois qui représentent un certain nombre de recrutements en volume et puis des tensions également sur ce recrutement. Donc, le zoom effectivement qu'on vous propose, c'est sur 3 métiers: l'usinage, la chaudronnerie-soudage et la maintenance. Avec un focus un peu plus fort sur le chaudronnier, puisque le soudage, en général, les personnes ont une vue assez précise de ce qu'est le métier de soudeur, même s'il y a plein de métiers. Donc j'ai vraiment fait un focus sur le chaudronnier, d'abord parce que mes expériences, notamment là aussi avec des collégiens ou des lycéens, quand vous leur parlez de chaudronnier, ils sont plus souvent chez Harry Potter ou chez Astérix, avec la potion magique, que réellement dans l'industrie. Donc l'idée, c'est que peut-être nous, un jour, il faudra aussi qu'on se pose la question des changements de nom, mais un chaudronnier, c'est sa mission principale. Ça va être malgré tout, et je garde quand même cette idée de chaudronnerie, c'est-à-dire à partir d'une surface plane, qui est pour moi de la métallurgie, donc a priori une surface en métal, en tout cas des pièces en métal, de façonner et de créer quelque chose pour leur donner une forme. En l'occurrence, au démarrage, un chaudron. Alors forcément, il y a quelques années, ça se faisait à la force des bras, et aujourd'hui, on ne travaille plus du tout avec des outils à main, ou très très peu, encore pour un certain nombre de finitions, mais la plupart des entreprises fonctionnent avec des machines aujourd'hui à commande numérique, alors qui s'appellent des cisailleuses, des plieuses ou des rouleuses. Et en tout état de cause, il faut bien avoir en tête qu'on sera toujours sur des pièces qui vont être représentées quelque part sur un plan, et la plupart du temps en 3D. Donc ça veut dire que ces personnes-là devront avoir une bonne vision dans l'espace, etc. J'ai dû mettre des compétences nécessaires pour ces métiers-là. Donc c'est très important pour nous. Je pense que c'est une des premières choses importantes, c'est de savoir lire un plan et de savoir se représenter dans l'espace. Pas forcément des choses qui s'acquièrent facilement, c'est souvent des aptitudes finalement. Mais pour autant, on l'a vu, quelques personnes qui n'auraient pas forcément le sens de l'orientation peuvent quand même gagner un certain nombre développer ces aptitudes-là, de qualités là-dessus. Très souvent, sur les chaudronniers, ce sont des gens aussi qui maîtrisent toute la partie soudage, avec plus ou moins de largesse, c'est-à-dire que parfois c'est que on pointe du soudage ou carrément des soudeurs, mais globalement ce sont quand même souvent 2 métiers qui sont assez associés en termes de polyvalence dans les entreprises. Donc on va parler de découpage, de traçage, forcément pour partir d'un plan. C'est exactement la même chose qu'un patron en couture, hein, sauf que là le support ne sera pas du tissu, mais ce sera du métal. Donc on va demander à ces personnes-là très souvent d'aimer le contact avec le métal, de maîtriser ces outils manuels, ces machines, tous les outils informatiques aujourd'hui, parce que c'est ce que je vous disais, on parle de commande numérique, donc on va leur demander d'aller chercher un programme. Pour certains, puisque vous pouvez être parfois sur un niveau BTS, de pouvoir même concevoir des programmes, donc on est sur des niveaux totalement différents. C'est important de savoir quelles sont les contraintes d'un certain nombre de matériaux, donc tantôt on va parler d'acier, tantôt on va parler d'aluminium, tantôt on va parler
de cuir, etc. Donc ce sont des métaux qui vont réagir différemment à la température, à la transformation. Donc ce sont des connaissances qu'on va demander à l'ensemble de ces salariés. Et puis après, derrière, forcément, à partir du moment où c'est des choses où on va travailler en partie avec ses mains, mais même si ce n'est pas complètement avec ses mains, à un moment donné, on va demander de la précision, de la dextérité. Dans tous les cas, ce ne sont pas des travaux que l'on fait seul, ce sera toujours intégré à une équipe. D'abord parce qu'on peut avoir, nous, un certain nombre d'entreprises qui vont travailler en horaire posté, donc avec un système de quart, et que probablement, lorsque vous allez démarrer une pièce, c'est peut-être pas vous qui la finirez. Donc ce travail d'équipe et s'intégrer dans une équipe seront des compétences totalement essentielles à nos métiers. On a mis une petite vidéo. Ouais, voilà, pour illustrer effectivement, on va vous proposer une petite vidéo. Ok, donc nous revoilà après cette présentation de vidéo. Éventuellement, si vous voulez dire un petit mot sur cette vidéo qu'on a pu voir. J'évoquais juste effectivement en parallèle le caractère un peu artisanal et voire artistique même de ce métier. C'est souvent comme ça que c'est perçu, ou en tout cas présenté par des chaudronniers eux-mêmes, qui sont souvent toujours même passionnés par ce qu'ils produisent. Attachés aux pièces qu'ils produisent et à la manière dont ils le font. Donc voilà, c'est un métier un petit peu qui a gardé son caractère artisanal et son lien avec la matière qui est assez important. Oui, je retrouve beaucoup de gens qui sont justement intéressés par cet aspect de toucher cette matière. Et là où je suis très contente aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup de jeunes femmes qui s'intéressent à ce métier. Dans le cadre de reconversion professionnelle, effectivement, passer le premier barrière qui peut être mis en disant que c'est de la métallurgie, etc., on se rend compte que ce lien à la production, à la matière, en fait, peut faire écho à des loisirs créatifs ou des choses comme ça, pour les gens qui cherchent à se reconvertir et qui cherchent des passerelles de compétences, et retrouvent finalement un intérêt qu'ils peuvent avoir pour des loisirs dans cette activité de production industrielle. Je vous précise qu'on vous enverra, à l'issue du webinaire, on vous enverra la présentation qui a été préparée donc, par l'UMM et l'ORCI. Et vous retrouverez les liens vers les vidéos également si vous voulez les revisionner avec des personnes que vous accompagnez. Et n'hésitez pas à réagir si besoin dans la fenêtre conversation. Donc on va poursuivre avec la question de la formation donc pour accéder au métier de chaudronnier. Alors, deux moyens pour acquérir des compétences dans ce domaine-là. Vous avez la partie diplôme, où là, on est plus sur, on va dire, une entrée éducation nationale. Vous avez vraiment 3 niveaux de diplôme, donc du CAP, réalisation en chaudronnerie industrielle, ou du bac pro, voire même jusqu'à des BTS. Donc ça veut dire que derrière, forcément, les activités en entreprise ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis à droite, vous avez la partie certification, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir les CQPM, où nous avons un certain nombre de CQPM aujourd'hui qui sont ouverts aux personnes qui sont intéressées, là plutôt dans le cadre d'une reconversion ou d'une réorientation, sachant qu'on verra tout à l'heure comment on aborde ça. Juste une petite précision, le CQPM, contrairement peut-être à l'éducation nationale, n'est pas défini en termes de nombre d'heures, c'est-à-dire que à partir d'un prérequis, à partir d'un niveau de la personne, c'est-à-dire qu'on va pouvoir adapter une durée de formation à la capacité que l'on est en capacité, que l'on doit valider, puisque le CQPM est défini en capacité. Donc une personne, à la fin de son CQPM, on va regarder si elle est capable d'eux, et on a un certain nombre de choses qui sont listées. Les CQPM sont faits soit en situation réelle, c'est-à-dire qu'on va évaluer la personne alors qu'elle est en travail,
ou soit en situation reconstituée, c'est-à-dire dans un organisme de formation, on la met dans une situation où elle serait comme ça dans une entreprise, et on va l'évaluer. Donc c'est des choses beaucoup plus souples, où on va se dédouaner de toute la partie, on va dire, plus institutionnelle de l'éducation nationale, à savoir l'histoire géo, le sport, etc., qui ne présentent pas forcément d'intérêt pour nous. Et on va vraiment se concentrer sur cette partie activité professionnelle. Donc on réduit la durée de formation le plus souvent. On est sur des durées qui peuvent vraiment varier en fonction des profils des personnes. On peut même le faire par la voie de la VAE, de manière rare pour l'instant, mais c'est des choses qui sont tout à fait capables, on est tout à fait en capacité de faire. On attaque le deuxième métier. Oui. Donc le deuxième métier, usineur. Alors, usineur. Alors derrière ce mot d'usineur, en fait, c'est souvent une espèce de chapeau que l'on utilise pour tous les métiers justement autour de l'usinage, qui derrière en cache un certain nombre d'autres qui sont les métiers de fraisage, les métiers de fraiseur, les métiers de tourneur, les métiers d'ajusteur, métiers de décolleteur. Voilà, à peu près ça. L'idée, là, c'est pareil, on est toujours à partir de plans, donc ça veut dire que c'est toujours quelque chose de très très compliqué pour nous, c'est de partir d'un bloc de métal, on va dire, et par enlèvement ou par addition, créer une pièce qui nous permet ensuite derrière d'être incorporé à un bateau, à un avion, à une pièce de Manitou, etc. C'est pour ça que je parlais en fait d'assembleur tout à l'heure et de créateur de Lego. Donc on va retrouver dans les activités, les compétences, des choses qui vont être un peu identiques au chaudronnier, notamment sur la lecture de plans, j'en ai parlé tout à l'heure. On va aller chercher une connaissance des techniques d'usinage, donc là c'est pour ça qu'on va parler de techniques de fraisage, de tournage, qui sont là aussi avec des notions importantes sur le métal que l'on va travailler. Un métal mou ne va pas forcément réagir de la même manière qu'un métal plus dur, donc ça veut dire que l'outillage à utiliser ne sera pas le même, donc ce sont des informations que l'on va donner. Je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure sur la partie chaudronnier, mais bien sûr le respect des exigences de qualité, de sécurité, environnement sont primordiales pour nous. L'objectif étant que les salariés rentrent chez eux le soir entier. Donc la partie sécurité et la partie port d'équipements de protection industrielle sont très importants. Donc ce sont des aspects non négligeables au niveau temps de formation. On a dans ces métiers-là une exigence qui est sur la partie mesure et sur la partie contrôle est souvent très très précise. On est très souvent sous le millimètre en termes de précision, donc ça veut dire que chaque salarié doit être en capacité de contrôler ses pièces. Donc la partie métrologie va être aussi importante, donc il faut aimer ça, il faut aimer s'auto-contrôler, et il faut aussi accepter que d'autres puissent venir faire un contrôle de son travail, ce qui n'est pas toujours évident à accepter. Bien entendu, on ne fait plus ça non plus à la main, donc ça veut dire qu'on va utiliser beaucoup de machines à commande numérique, donc il va falloir connaître et maîtriser ces langages de programmation. On en a parlé, on a parlé de minutie, de précision sur tout ce qui était opération d'usinage. C'est le mot-clé, je pense, la précision. C'est clair, c'est très clair. Le travail en équipe, de la même façon que tout à l'heure, un chaudronnier, vous allez pouvoir être dans des entreprises qui vont être en travail posté. Donc à un moment donné, vous allez démarrer une pièce et vous allez peut-être ne pas la terminer, puisqu'on a certaines programmations qui peuvent durer plusieurs heures. Donc ça veut dire qu'il faut savoir transmettre une consigne, transmettre un travail en cours. Et puis, c'est ce que j'expliquais dans les idées reçues, c'est qu'aujourd'hui, de la grande série où on fait tout le temps la même pièce, etc., ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'en termes de compétences, il va falloir pouvoir s'adapter assez facilement et avoir un certain nombre de capacités à manipuler plusieurs machines en même temps. Voilà, donc ce sont des compétences qui ne sont pas forcément évidentes à acquérir. Mais pour autant, les formations font que on essaye de le faire au fur et à mesure. Le métier d'usineur, c'est un métier où on est complètement autonome sur de très grosses machines, notamment en 4 axes ou en 5 axes, seulement au bout de 5 à 6 ans. D'accord. Il y a une entrée, on va dire, commande numérique, un peu presse-bouton, je n'aime pas utiliser ce mot-là,
qui est plus simple, mais réellement, lorsque vous êtes totalement autonome et un vrai technicien d'usinage, vous pouvez mettre 5 à 6 ans pour se professionnaliser. C'est vraiment un des métiers industriels qui s'est énormément, qui est vraiment monté en qualification et le fossé entre la perception du grand public sur des métiers de tourneur-fraiseur, qu'on connaît certains de nos proches, qui ont eu ces diplômes-là il y a 30-40 ans, et qui renvoient une image un peu passéiste finalement de l'activité, et ce qu'on voit aujourd'hui dans des reconversions de personnes qui sont devenues tourneurs-fraiseurs ou fraiseurs sur des machines 5 axes très technologiques. Là, il y a vraiment un métier qui a changé, quoi, qui a évolué, et qui continuera probablement d'évoluer à moyen terme. Absolument. Du coup, on va vous proposer également une vidéo pour illustrer donc, le métier d'usineur, et puis on Donc nous revoilà, j'espère que vous avez pu voir la vidéo. On a eu un petit souci de réseau, j'espère que vous avez pu voir néanmoins la vidéo. Ouais. Donc on va poursuivre donc, sur toujours le métier d'usineur, sur la question des formations. Alors là, je vais un peu le même principe, hein. Vous avez à gauche la partie éducation nationale avec un process complet qui va du CAP aujourd'hui jusqu'au BTS ou au DUT, puisque sur ces métiers-là, ces deux niveaux-là existent. Et puis à droite, toute la partie CQPM, à la fois des CQPM plus généralistes sur l'usinage ou des CQPM vraiment très très focalisés sur un métier, le tourneur ou le fraisage. Je ne rentre pas plus dans le détail. Je vous indiquerai à la fin comment aller chercher plus d'informations sur cette partie-là. Et puis on attaque le troisième métier. Ok. Donc le technicien de maintenance, l'objectif, hein, c'est quelqu'un qui doit mettre tout en œuvre pour éviter une panne. Une chaîne de production qui est à l'arrêt est une chaîne de production qui va poser des problèmes sur toute la chaîne, notamment sur la partie finale qui est la marge de l'entreprise. Donc c'est des choses qui sont très très, très importantes. Donc ce technicien de maintenance, il va organiser forcément les interventions et il va faire en sorte que son diagnostic et son contrôle des machines, des installations et des équipements soit à la fois préventif et curatif. C'est-à-dire qu'une fois que la panne est là, ben, on va faire du curatif, mais sa mission la plus importante, c'est surtout que la panne n'arrive pas. Donc surtout de changer des pièces, d'utiliser un certain nombre de choses pour que jamais la machine ne tombe en panne. C'est ce qu'on appelle du préventif. Il va aussi beaucoup travailler à l'amélioration continue, c'est-à-dire que justement il va faire en sorte de changer des pièces avant qu'elles ne tombent en panne. Donc il est vraiment en recherche et le travail avec ses équipes. Alors ce ne sera pas les mêmes, ce ne sera pas d'autres techniciens de maintenance, mais lui il va travailler directement avec des gens de la production. Et ce travail en équipe est très important pour lui puisque ce sont ces personnes qui vont manipuler ces outils, qui vont lui dire tiens il y a eu ceci ou cela. Donc ce travail en équipe est très important. Il va aussi beaucoup travailler avec des outils de maintenance assistés par ordinateur. Donc le monde de l'informatique lui est ouvert et il doit être très créatif parce que c'est à lui de trouver des solutions pour que ces matériels soient performants et ne tombent pas en panne. Et en fait, il contrôle, il surveille de la même manière que les autres métiers. Il investigue, doit avoir envie d'aller d'écouter aussi des intuitions des fois, des automatismes qui se travaillent sur comment je procède pour repérer. Absolument. Et là encore, l'idée reçue d'une équipe qui travaille les mains dans la graisse avec des maisons tout noires, etc. On a dépassé ça depuis longtemps. Donc on vous propose là également une vidéo et puis très courte également et puis à tout de suite.
Nous revoilà. Donc effectivement sur ce métier de la maintenance, hein, ce qu'on disait effectivement, c'est qu'on entend beaucoup sur différents territoires l'expression, hein, de difficultés de recrutement sur ces métiers-là. Et c'est vrai que on ne pense pas, quand on pense industrie, on ne pense pas intuitivement à ces métiers de la maintenance des machines, etc. Mais voilà, il y a vraiment un gros... ils sont très pourvoyeurs d'emplois également, quoi. Oui. Et de la même manière, vous allez retrouver un certain nombre de métiers à différents niveaux. Donc, côté diplôme, vous allez retrouver un niveau Bac Pro ou BTS et DUT, donc plutôt Bac plus 2. Et au niveau de nos CQPM, vous voyez qu'on a un chargé de maintenance, on a un technicien de maintenance et un opérateur de maintenance. Donc, toutes ces personnes-là ne vont pas avoir les mêmes responsabilités en matière et de machines et de parc machine. Ok. Alors sur les dispositifs d'accès à l'emploi, effectivement, parce que ça vous concerne, vous conseiller sur justement comment accompagner les personnes et comment ils vont pouvoir se former, que vous accompagnez des jeunes ou des adultes. Il nous reste 2 minutes, effectivement. Je vais aller vite parce que je pense que ce sont des choses que vous maîtrisez parfaitement. Aujourd'hui, en fait, on a coutume de dire que à peu près sur tous les dispositifs de formation nous permettent de couvrir tous les besoins. C'est-à-dire que en 2 mois de formation ou en 2 ans de formation, on a le dispositif en fait qui va s'appliquer. Sur tout ce qui est formation relativement court terme, on va utiliser tous les dispositifs liés à Pôle emploi qui sont les préparations opérationnelles, qu'elles soient individuelles ou collectives, ou les AFPR. Sachez que on fait partie des branches où il y a le plus de POE qui se met en place aujourd'hui dans nos métiers. Et la plupart des POE qu'on va mettre en place sont sur les métiers que l'on a décrits, c'est-à-dire en usinage, en chaudronnerie, en soudage, en tuyautage. Donc, pour avoir une vision très claire de ce qui sera déployé dans l'année, bien sûr, c'est le CODESI et Pôle emploi qui ont ça en main, sachant que nous, on a un lancement à faire en tant que branche professionnelle sur la partie POE. C'est-à-dire que c'est nous qui, à un moment donné, pouvons être interpellés par un certain nombre d'entreprises. Ça a été le cas sur de l'ébarbage, là par exemple, où on va probablement mettre ça en place dans les mois qui viennent, sur un métier très particulier, sur une demande très, très précise d'entreprise, de la fonderie en l'occurrence. Donc ça, c'est pour la partie court terme. Sur la partie moyen terme, vous voyez qu'on va retrouver ces dispositifs-là qui peuvent être en entrée avant un dispositif d'alternance qui va être soit du contrat pro, soit de l'apprentissage, que l'entreprise va utiliser en direct ou qu'elle passe par un GEC, puisque aujourd'hui on a la chance d'avoir un GEC Industrie 44 qui vont nous permettre d'aller dans l'emploi. Donc ça, c'est plus le dispositif qui va être lié à l'entreprise. Et puis vous avez sur la partie basse du tableau, vous avez toute la partie formation régionale visa métier qui est portée par la région. Et Dieu sait aujourd'hui si l'industrie pèse un poids relativement lourd dans les formations qui sont proposées pour les demandeurs d'emploi. Et puis bien sûr, il y a toutes les formations initiales et scolaires que les jeunes vont pouvoir utiliser en direct à la fin de leur cursus 3e, 4e. Alors on a une question de quelqu'un de la mission locale Vendée Atlantique. Les recrutements sont-ils principalement des CDD, des CDI ou des missions d'intérim? Ouais, je cherche des données précises pour y répondre. Sachant qu'on peut être sur plusieurs dispositifs qui vont se succéder, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprises qui vont proposer de la mission d'intérim peut-être au démarrage ou du CDD peut-être au démarrage, sachant qu'en matière de CDI, on a un des taux de CDI, c'est probablement ça que tu cherches, le plus fort. En stock d'emploi, effectivement, ouais. Mais je cherche les chiffres précis issus des dernières enquêtes de l'ORCI qu'on a menées auprès des entreprises. J'y suis dans une seconde. Voilà. Donc sur nos dernières enquêtes auprès d'entreprises qui ont été réalisées en octobre 2019 sur les besoins en recrutement et qui permettent de caractériser ces besoins par type de contrat, ce qui n'est pas le cas des enquêtes BMO aujourd'hui,
on a une part de l'intérim qui est de l'ordre de 29% à l'échelle de l'ensemble de la région. Donc sur 100% des projets de recrutement, donc le flux de nouveaux besoins recensés, de l'ordre de 29% des projets de recrutement qui sont en CDI. 65% du coup en intérim, pardon. Ouais, je me reprends, excusez-moi, je recommence. 65% en CDI, il y avait 5% en CDD, je ne l'ai pas dit, et 29% en intérim, pardon, 29% en intérim. Donc ça, et puis il y a également un petit peu d'alternance, mais c'est une situation qui est disparate selon les territoires. Il y a des départements qui ont plus de recours à l'intérim, c'est le cas principalement de la Sarthe et de la Loire-Atlantique. C'est moins le cas, par exemple, du Maine-et-Loire et de la Mayenne, et ça c'est lié principalement à la typologie des entreprises, aux pratiques qu'elles ont, à la visibilité qu'elles ont sur leur marché. Voilà, il y a d'une part la culture des entreprises vis-à-vis de leur modalité de recrutement, et puis il y a l'activité, est-ce qu'elle est durable, stabilisée, durable ou pas, voilà. Ouais. Mais ça reste effectivement un sas d'entrée pour beaucoup d'entreprises. Mais dans tous les cas, le CDI est largement majoritaire. Voilà. Et on voit bien que nous, la totalité des dispositifs que l'on a utilisés, là, que j'ai présentés sur les POEC, on a un taux d'insertion dans l'emploi qui est très très correct, puisqu'on est autour de 70-75% d'insertion durable, c'est-à-dire au-delà de 6 mois. Donc c'est plutôt des dispositifs qui fonctionnent bien. Je vous ai remis ce schéma-là, c'est des choses que vous connaissez, mais sachez aussi que des personnes qui sont sous statut d'apprentissage et de scolaire, on peut être intéressé aussi par des stages. C'est-à-dire que tout ce qui est formation initiale, ce pas des choses qui sont totalement existantes chez nous. C'est-à-dire que nos entreprises jouent le jeu du stage. Alors, certaines ne jouent pas et d'autres le jouent, mais globalement, on a cette possibilité. Et encore une fois, dans l'industrie, vous voyez qu'on va recruter du CAP jusqu'à des docteurs et des thésards. Donc c'est vraiment tout secteur confondu. Ok. Alors vous pouvez retrouver ces infos-là, ça ne va pas du tout être lisible, dans un petit document que l'on fait nous pour le 44 et pour la métallurgie chaque année, que l'on remet à jour chaque été. Donc vous avez la totalité des formations diplômantes qui sont réalisées et proposées sur l'ensemble des centres de formation, à la fois en apprentissage, sous statut contrat pro ou sous statut scolaire. Je vous expliquerai où retrouver ces petites infographies-là aussi. Vous avez deux niveaux. Le premier niveau était du CAP à la licence, et là sur le niveau 2, master et ingénieur. Voilà. Ok. Justement. Un certain nombre d'informations, donc quelques sites sur l'UMM de Loire-Atlantique. Donc justement, vous allez retrouver ce document qui est donc mis à jour chaque année. Vous avez sur la chaîne YouTube et sur la partie UMM un certain nombre de films que vous allez pouvoir retrouver. Juste une petite parenthèse, les films que nous avons vus, ce sont les films de l'Odyssée, qui est un dispositif qui permet à l'ensemble des personnes de découvrir les métiers de l'industrie. Vous avez pour ça tous les mercredis après-midi dans chaque pôle formation UIMM un accueil sans rendez-vous, sans aucune prévenance, on va le dire comme ça, où vous pouvez vous présenter pour participer à ces parcours sur l'Odyssée et qui vous permettent de mieux connaître les métiers. On a un site qui s'appelle l'Industrie Recrute, sur lequel la totalité de nos adhérents ont un accès pour disposer des offres d'emploi. Ces offres d'emploi peuvent être en CDI, en CDD, en intérim, parfois c'est plus rare, mais aussi en alternance, et elles peuvent offrir aussi des stages. N'importe quel internaute peut se connecter à ce site-là, demander un compte. Et puis, je te laisse peut-être présenter les deux suivants. Donc l'Observatoire de la métallurgie, alors c'est l'Observatoire national qui produit un certain nombre d'études prospectives pour anticiper les besoins en recrutement à moyen terme, les mutations de l'emploi, qui sera petit à petit remplacé par un observatoire interindustriel qui va mutualiser les travaux existants avant la réforme des différents observatoires dans l'industrie. Et puis nous, donc, on a l'ORCI, dont j'ai la responsabilité en Pays de la Loire, qui produit donc des enquêtes. Donc certains des résultats des enquêtes dont j'ai donné certains chiffres clés sont accessibles sur le site www.orci-pdl.fr, et on administre aussi un compte Twitter, orci_pdl, sur lequel on essaye de pousser de l'actualité sur l'emploi, formation et l'activité d'entreprise industrielle dans la région également. Donc je vous invite à vous y abonner si ça vous intéresse. Et les autres sites, Osons l'industrie, notamment pour retrouver un certain nombre de vidéos et l'industrie au sens large. L'ONICEP, je ne suis pas sûre que ce soit
présenter. Mm. Quant au carré, vous êtes mieux placé que moi. Effectivement, le site Choisir mon métier aussi, on trouve un certain nombre d'éléments d'information donc sur tous les secteurs d'activité et notamment sur l'industrie. Alors, effectivement, donc, le dispositif Fabrique ton avenir, vous voulez en dire un mot? Alors, enfin oui, je peux en dire un mot. Là, l'objectif, c'est vraiment de parler au plus grand nombre, avec un certain nombre de campagnes nationales qui ont été lancées depuis décembre, c'était à Noël, que nous avons relayées dans 83 salles de cinéma. Donc, ce sont des vidéos pour parler de l'industrie de manière générale et faire en sorte que de plus en plus de personnes s'intéressent à ça. L'objectif était de le relayer par la semaine de l'industrie qui devait avoir lieu malheureusement du 30 mars au 3 avril. Ce serait dommage de finir sur le coronavirus, mais malheureusement on a été obligé de mettre cette manifestation en veille puisqu'elle a été annulée au niveau national pour des raisons de contagion. Et sera reporté à l'automne. Voilà. L'objectif, c'est aussi de plus en plus de faire en sorte que les entreprises et l'industrie s'ouvrent de manière à ce qu'on puisse venir y voir et ouvrir le champ des possibles. Donc oui, je pense que ça vous parle effectivement sur cette question de l'orientation aussi qui est nécessaire en amont pour pouvoir faire connaître les métiers avant d'engager des parcours de formation. Donc on avait repris sur ce dernier écran effectivement un certain nombre d'événements. Donc on a appris ce matin que la semaine de l'industrie n'était pas maintenue. Et puis vous avez juste aussi en bas de l'écran donc les prochains rendez-vous de la professionnalisation du Carrefour F. Donc cet après-midi à 14h pour les centres de formation, les mardis de Sophie sur la mise à jour de son organisme de formation donc dans le système informatisé. Le site, le nouveau service Rencontre Impro du Carrefour F donc, qui permet de mettre en relation des salariés qui exercent un métier avec des personnes qui souhaitent se renseigner sur ce métier. Donc le rendez-vous c'est mardi prochain, donc le 17 mars à 11h. Et puis il y a un prochain webinaire sur les métiers de l'agriculture qui aura lieu le 24 mars. On retrouve sur le site Choisir mon métier professionnalisation donc toute l'offre de pro du Carrefour F. Il est midi 9, j'espère qu'on a répondu à vos interrogations sur les métiers de l'industrie. Merci à vous pour votre attention, puis merci à Madame André et à Monsieur Boisbras sur leur participation à ce webinaire. Merci à vous. Merci. Et bonne journée également à tous. Et on vous envoie les supports dans la journée. Bonne journée. Au revoir.